Écoutez, pour le budget du Sénat, je vais le présenter selon 3 axes. Je serai relativement rapide. D'abord, premier axe, les modalités d'élaboration et d'adoption de ce budget. Premier point. Dernier point, les modalités d'exécution et de contrôle. Et le point intermédiaire, ce sera ce budget, en quoi consiste-t-il? Quelle est sa consistance, sa volumétrie, son évolution? Bon, premier point de cadrage, ce qui est important, c'est que le budget du Sénat, pour son élaboration, son adoption, l'exécution et son contrôle, c'est un budget qui est établi en application du principe de base qui est celui de l'autonomie financière des assemblées parlementaires. Donc cette autonomie financière, c'est une déclinaison du principe plus général de la séparation des pouvoirs et ça se mesure bien aux différentes étapes d'élaboration, d'adoption, d'exécution et de contrôle du budget. Alors ce principe d'autonomie se concilie quand même, bien évidemment, avec les principes fondamentaux qui régissent la comptabilité publique de l'État. Le règlement budgétaire et comptable du Sénat n'invente rien de très particulier. Il est fondé sur le plan comptable général, il n'y déroge qu'en raison des spécificités de l'activité ou du patrimoine du Sénat. Ce principe également se concilie, ce principe d'autonomie s'accompagne évidemment d'une publicité du budget et des comptes, qu'il s'agisse du budget voté en loi de finances, j'y reviendrai, il y a un rapport d'une commission commune des crédits qui fait l'objet d'une annexe au projet de loi de finances et qui est publié. Il y a également une publication du budget exécuté. Le budget exécuté est rendu public par la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Ce rapport prévoit également la publication en annexe du rapport de certification de la Cour des comptes. Tous ces documents se trouvent sur le site internet du Sénat, c'est pour ça que je serai parfois un peu rapide sur une partie des développements. Premier point, l'élaboration et l'adoption du budget. Alors il y a tout d'abord toute une phase de préparation interne au Sénat et qui met en œuvre des organes administratifs et politiques. Très concrètement, comment ça se passe? C'est que tous les ans, au mois de mars, on sollicite les directeurs de service pour qu'ils fassent connaître leurs besoins financiers. C'est instruit par la direction des affaires financières, tout ça est mis bout à bout. Le secrétaire général est sollicité pour des arbitrages éventuels et ça permet de présenter au Conseil de questure un rapport qui arrête les équilibres généraux du budget pour l'année N+1. Une fois que les questeurs ont arrêté ces équilibres généraux, il est organisé en bureau un débat d'orientation budgétaire qui doit se tenir avant le 31 mai. Et ce débat d'orientation budgétaire travaille sur les 3 exercices puisqu'on rend compte de l'exécution de l'exercice antérieur, c'est-à-dire le N-1, les perspectives d'exécution de l'année en cours, c'est l'année N, et ces fameux choix propres à concourir à l'équilibre de l'exercice suivant, c'est les grands équilibres généraux, donc pour l'année N+1. Et depuis quelques années, ça s'inscrit également dans une perspective triennale, puisqu'à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, on se projette sur la trajectoire budgétaire des 2 années postérieures. Donc une fois que le bureau en a délibéré, ça revient au Conseil de questure qui arrête là le projet de budget au vu du débat sur les grandes orientations budgétaires. Ce projet de budget arrêté par le Conseil de questure est de nouveau soumis au bureau. Donc ça, c'est pour l'élaboration interne. Il y a ensuite l'intervention, et ça c'est parfaitement original, d'une commission commune des crédits. Ça c'est une disposition, le texte de base remonte à l'ordonnance de 1958 qui prévoit que les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées, ça fait l'objet de propositions préparées par les questeurs de chacune des assemblées par une commission commune présidée par un magistrat de la Cour des comptes et auquel participent 2 magistrats également de la Cour qui pratiquement font le rapport des demandes budgétaires de chacune des assemblées. Alors c'est une procédure relativement originale dont l'intérêt est double. D'abord, ça permet de réunir dans une même instance les autorités financières des 2 assemblées, les 2 fois 3 questeurs, ce qui permet une information officielle. Évidemment, les questeurs des assemblées ont des relations assez régulières, mais une information officielle réciproque entre l'Assemblée nationale et le Sénat, sans évidemment porter atteinte à l'autonomie de chacune des assemblées. Et l'autre intérêt, c'est que ça se fait en présence de magistrats de la Cour, qui ne représentent pas la Cour, mais c'était voulu en 1958, donc ça apporte une espèce de regard extérieur, étant entendu qu'en tout état de cause, les propositions sont celles que ont faites les questeurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, et les seules modifications éventuelles, ce seraient celles qu'ils auraient éventuellement adoptées. Donc c'est quand même les questeurs des 2 assemblées qui arrêtent
ces crédits. Donc ces propositions budgétaires, une fois qu'elles sont arrêtées, elles sont transmises au ministre du Budget aux fins de leur inscription dans le projet de loi de finances, dans un projet de loi de finances qui comporte une mission pouvoir public, décomposée en un certain nombre de dotations, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Haute Cour, la Cour de justice de la République. Spécifiquement pour le Sénat, et j'y reviendrai, il y a une originalité, c'est que cette dotation, elle se décompose en 3 actions: Sénat, mission institutionnelle, et de façon très marginale et peut-être un peu anecdotique, Jardin du Luxembourg et Musée du Luxembourg, pour des montants sensiblement moins significatifs. Donc cette commission, je l'ai dit, établit un rapport, et ce rapport est annexé au fascicule budgétaire qui développe les crédits de la mission. Donc une fois que c'est inscrit au projet de loi de finances, ça suit le déroulement normal de l'examen et du vote d'un projet de loi. C'est examiné en commission, c'est examiné en séance publique, et ça donne lieu classiquement à des rapports qu'on trouve également sur le site, le rapport de la commission des finances, et au Sénat, un rapport pour avis, les dernières années, de la commission des lois. Cette procédure que je viens de décrire, elle se trouverait reproduite dans l'hypothèse où il serait nécessaire de demander un complément de dotation à l'État. Et dans ce cas-là, il y aurait le même déroulé et ça se traduirait dans une loi de finances rectificative. Donc on a vu comment c'était élaboré en interne, comment ça passe devant la commission commune, comment c'est ensuite inscrit en projet de loi de finances. Et une fois que la loi est promulguée, les questeurs procèdent, ce qu'on appelle l'article 3, à la répartition définitive des crédits de compte en compte et entre les services. Les questeurs ont la possibilité de modifier la répartition initiale, mais bien évidemment sans remettre en cause l'équilibre et les orientations retenues dans le projet de budget. Donc voilà, j'ai mon budget adopté, j'ai mon budget notifié aux différents services. Le second point, avant de venir à l'exécution, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le budget du Sénat. Donc je le rappelle, le Sénat gère 3 budgets. Le sien propre, qui est le plus lourd, si on prend un exercice comme 2015, dont les comptes sont maintenant de façon publiée. Le Sénat mission institutionnelle, ça représente à peu près 321 millions d'euros, c'est-à-dire 96% de la dotation de l'État. Vous avez à côté le budget du Jardin, 13 millions d'euros, donc moins de 4%, et de façon relativement anecdotique, le musée du Luxembourg. En masse, en volumétrie, le budget du Sénat, c'est un budget qui va de 320 millions d'euros à 350 millions d'euros les années exceptionnelles, 2017 étant à cet égard une année exceptionnelle en raison de l'importance des travaux qui vont se réaliser au cours des exercices 2017 et suivants de réfection lourde de 2 immeubles administratifs. Alors la structure de ce budget, quand vous regardez le schéma que vous avez sous les yeux, il est parfaitement évident que les dépenses d'investissement par extrêmement réduite dans le budget du Sénat. Ça représente en 2015 à peu près 5%, donc le reste étant des dépenses de fonctionnement. Quand on regarde au sein de ces dépenses de fonctionnement de quelle façon elles s'articulent en grande masse, ça c'est d'ailleurs la commission spéciale le décrit dans son rapport, vous avez 3 masses principales, sans surprise, 155 millions, c'est-à-dire à peu près 50%, soit 155 millions pour les charges parlementaires. Dans les charges parlementaires, vous avez le sous-détail. Les indemnités proprement dites ne représentent que 40 millions d'euros. L'essentiel étant ce qu'on appelle l'aide à l'exercice du mandat, c'est l'ensemble des dépenses de fonctionnement destinées à permettre aux parlementaires d'exercer concrètement leur mandat. Là-dedans, vous avez très principalement le crédit assistant ou le crédit collaborateur, plus un certain nombre de dotations de bureautique, l'hébergement, l'affranchissement, la téléphonie. Donc, tout ça, c'est l'aide à l'exercice du mandat. L'autre grande part de ce camembert, c'est les charges de personnel, le personnel au service des parlementaires, 125 millions d'euros, l'essentiel 110 millions d'euros pour la rémunération des fonctionnaires. La part des contractuels, le Sénat travaille essentiellement avec des fonctionnaires de représentants qui à peu près une dizaine de millions d'euros, soit 3% de l'ensemble de ces dépenses. Et ensuite, vous avez ce qu'on a classé en dépenses de fonctionnement courant, c'est-à-dire 8% des dépenses, là c'est le tout venant, c'est la papeterie, c'est les dépenses audiovisuelles, c'est les dépenses d'entretien des locaux, c'est les dépenses de fluides, c'est les dépenses de chauffage, enfin, voilà. Donc une portion relativement minime. Et à côté de ces 3 grandes masses de fonctionnement, on s'aperçoit bien, quand on regarde sur le 2015, que vous avez des dépenses d'investissement qui sont de l'ordre d'une quinzaine de millions d'euros seulement.
Quant aux recettes, puisqu'on a vu de quelle façon, en grande masse, les dépenses se répartissaient, quant aux recettes, il y a essentiellement une dotation de l'État, c'est la dotation de l'État qui est stable depuis 5 ans et qui était fixée à un niveau inférieur à ce qu'il était en 2008. C'est pour l'ensemble de ces 3 actions 323,6 millions d'euros. Pour le seul budget du Sénat, c'est 312 millions d'euros, ce qui veut dire que ça ne permet pas de faire fonctionner l'Assemblée parlementaire. Il y a des produits propres à hauteur en moyenne de 5 millions d'euros. Ce sont des redevances de concessions, la mise à disposition de salles de réunion. Ça peut être également la mise à disposition de locaux pour des manifestations dans le jardin, par exemple avec l'orangerie. Et l'ajustement se fait avec un prélèvement sur le fonds de roulement du Sénat, sur les disponibilités, sur les ressources propres, à hauteur en 2015 d'à peu près 4 à 5 millions d'euros. Voilà pour les grandes masses. Je serai volontairement rapide parce que le rapport de la commission spéciale est publié intégralement sur le site internet et vous avez une présentation à la fois comptable et analytique des grands types de dépenses. Pour le troisième point, l'exécution et le contrôle. Là aussi, c'est le principe d'autonomie qui se trouve décliné. Il n'y a pas de contrôle de régularité a priori du ministre du Budget, il n'y a pas davantage de contrôle juridictionnel a posteriori de la Cour des comptes. L'exécution du budget se fait conformément aux règles établies par le règlement budgétaire et comptable, lequel reprend les grands principes budgétaires et comptables de droit public, le principe d'annualité, c'est l'année civile, la non-contraction des dépenses et des ressources, la non-affectation des ressources, c'est-à-dire que toutes les ressources permettent d'assurer l'exécution de l'ensemble des dépenses, la distinction traditionnelle entre des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement dont je vous ai déjà parlé, le caractère limitatif des crédits, la règle du paiement après le service fait. Donc là, rien de véritablement original. En revanche, quand on regarde les grandes étapes d'une dépense publique qu'on va retrouver pour les dépenses sur le budget du Sénat, on s'aperçoit qu'on retrouve ces grandes étapes, mais elles ont un certain nombre de spécificités. D'abord, l'engagement, ce qui est l'acte par lequel est créée ou constatée une obligation de laquelle il résultera une dépense. Le principe, c'est que l'engagement est de la compétence du Conseil de questure. Aucune dépense ne peut être engagée par les directeurs sans autorisation préalable du Conseil de questure, lequel délègue pratiquement au secrétaire général pour les dépenses inférieures à 40 000 euros, lequel secrétaire général subdélègue au directeur de service pour les dépenses inférieures à 10 000 euros. Premier point, l'engagement, compétence de principe du Conseil de questure. La liquidation, c'est le secrétaire général de la questure qui liquide, c'est-à-dire qu'on vérifie la réalité de la dette et la détermination correcte de son montant. La liquidation est arrêtée par le secrétaire général de la questure, mais sur la base des mandats établis par les services gestionnaires. On a une organisation extrêmement déconcentrée du cheminement comptable. Les mandats de paiement sont établis par les services, donc il figure l'objet de la dépense, le titulaire de la créance, la clé comptable, la somme à payer, enfin des choses extrêmement classiques avec les pièces justificatives requises qui doivent y figurer. Donc ça, c'est une compétence déconcentrée des services gestionnaires. Ces mandats, une fois qu'ils ont été élaborés par les services, ils sont envoyés à la direction des affaires financières et sociales qui contrôle ce mandatement. Donc on contrôle évidemment que ça n'excède pas les crédits disponibles, que l'engagement est régulier, qu'il y a bien les signatures et les attestations requises, que les pièces justificatives sont bien présentes et bien exactes, que le calcul de liquidation est correct. Et une fois que tout ça a été vérifié, on fait un bordereau récapitulatif de ces mandats et des pièces qui sont jointes. On transmet au secrétaire général de la questure qui sera amené à liquider. En grande masse, le Sénat traite actuellement à peu près 20 000 factures, 10 000 mandats et 1 500 bordereaux. Donc c'est une activité relativement soutenue. Donc une fois que ça a été liquidé par le secrétaire général de la questure, on retrouve une compétence questeur. C'est les questeurs qui sont chargés de l'ordonnancement, enfin qui assurent l'ordonnancement, c'est-à-dire l'ordre de payer au trésorier. C'est de la compétence du questeur délégué. Une fois que la dépense est ordonnancée, c'est transmis au trésorier du Sénat, qui est un fonctionnaire du Sénat, mais qui bénéficie d'une autonomie qui permet, qui est réglementairement prévue par le règlement intérieur, et il assure donc le paiement de ces dépenses. Les contrôles effectués déjà par la direction des affaires financières sont éventuellement refaits, et
En surplus, le trésorier vérifie la qualité de l'ordonnateur, l'application des règles de prescription, le caractère libératoire du règlement. Donc une chaîne où on trouve bien les différentes étapes de la dépense publique, avec des spécificités d'introduction du politique au niveau de l'engagement du Conseil de questure, de l'engagement et de l'ordonnancement de la dépense. Pour le contrôle, là c'est une originalité, c'est que le contrôle a posteriori se fait comme à l'Assemblée nationale et en vertu du principe d'autonomie, c'est une commission interne qui procède au contrôle. Donc il y a le contrôle d'une part, il y a la certification des comptes dont je parlerai, et puis il y a, dernier point, le contrôle régulier. Indépendamment de ce contrôle final qui est celui de la commission spéciale, le suivi de l'exécution du budget est assuré de façon extrêmement régulière. Il y a un état d'exécution mensuel qui est transmis au secrétaire général, un état d'exécution par compte et par direction. Il y a un rapport trimestriel qui est soumis à l'approbation du Conseil de questure, et ce rapport trimestriel retrace l'exécution du trimestre écoulé, trace des perspectives sur l'exécution des mois à venir, rend compte des dépenses engagées par délégation du secrétaire général ou des directeurs de service, et rend compte également des transferts et virements de crédit qui ont pu être opérés par les directeurs de service, approuvés par le secrétaire général, et finalement validés par le Conseil de questure. Cette présentation trimestrielle donne lieu d'ailleurs à l'audition du directeur des affaires financières par le Conseil de questure. Donc c'est un rapport établi sur la base des rapports que font remonter chacune des directions à l'occasion de chaque exécution trimestrielle. Et puis il y a enfin un rapport de fin d'année, au mois de janvier, ce qu'on appelle l'article 3, c'est-à-dire un premier état d'exécution des crédits, qui donne ensuite lieu au mois de mars, un rapport complet, une fois que les directions ont fait remonter leurs informations, un rapport qui, si les questeurs l'approuvent, devient le compte administratif. Donc ça, c'est le contrôle avant le rôle que joue la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Ça, c'est l'article 103 bis du règlement intérieur. C'est une commission composée de 11 sénateurs, avec des modalités garantissant la représentation proportionnelle de tous les groupes. Cette commission spéciale a pour mission, d'une part, d'approuver les comptes définitifs du Sénat et de donner quitus aux questeurs de leur gestion, et également de donner quitus aux trésoriers de la régularité de ces comptes. Pour ce faire, la commission spéciale conduit toutes les investigations qui peuvent lui paraître nécessaires. Elle procède notamment sur pièce et sur place au contrôle qu'elle juge utile. Elle peut avoir communication de tout document nécessaire à sa mission. Pratiquement, elle examine le compte administratif qui retrace l'exécution du budget, qui explique pourquoi il y a eu un décalage entre ce qui était positionné et ce qui a finalement été réalisé. Elle examine ce compte administratif que lui transmet le Conseil de questure avant le 31 mars. Elle envoie un questionnaire aux questeurs, elle auditionne les questeurs à la suite de ce questionnaire. Donc une possibilité d'information et de contrôle assez poussée. Il lui appartient également d'examiner les comptes annuels du Sénat. Ça, c'est la compétence du trésorier. À cette fin, elle entend le trésorier et le représentant de l'entité tierce, aujourd'hui la Cour des comptes. Une fois que cette commission spéciale a travaillé, elle rend compte annuellement au bureau du Sénat des travaux qu'elle a menés, elle rend compte de son activité, elle établit pour chaque exercice un rapport, le rapport de la commission spéciale sur les comptes du Sénat. Ce rapport comprend, j'y reviendrai après, le rapport de certification de la Cour des comptes. Donc tous documents qui sont publiés là aussi sur le site Internet. Dernier point, la certification des comptes, puisque je dis que ce n'était pas soumis au contrôle judiciaire de la Cour des comptes. Pour autant, les comptes du Sénat étant intégrés à ceux de l'État, il convient que le Sénat respecte les exigences constitutionnelles de régularité, de sincérité, de transparence des comptes qui s'imposent à l'administration publique. Le principe d'autonomie est venu se concilier avec tout cela. C'est une entité tierce qui assure cette certification des comptes. Ça a été le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, et depuis 2013, c'est la Cour des comptes qui procède à la certification des comptes. Donc il y a des missions, une phase préliminaire, une phase finale. Donc ce sont des travaux relativement importants. La Cour réalise donc cet audit de certification. Son président transmet les conclusions de l'audit au président du Sénat aux fins de remise à la commission spéciale, laquelle peut entendre, outre le trésorier, je l'ai dit, les représentants de cette entité tierce, et le rapport est publié
sur le site, avec le rapport de certification de la Cour des comptes. Voilà très brièvement, de façon assez succincte, parce qu'un certain nombre de points sur lesquels je suis passé rapidement se retrouvent sans difficulté sur le site internet, en particulier les grandes masses de dépenses, ce qui me paraissait pouvoir être dit de plus simple, de plus synthétique sur le budget du Sénat, dans ses modalités d'exécution, de contrôle et dans sa consistance.